Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de l'insécurité en France. Depuis quelques années, médias et responsables politiques se préoccupent essentiellement du risque terroriste, à juste titre évidemment. Députés et sénateurs viennent d'ailleurs de trouver un accord sur une version commune du projet de loi antiterroriste. Mais qu'en est-il de la délinquance, de l'insécurité du quotidien, enjeu majeur de la présidentielle de 2007 ? Gérard Collomb, dans l'Essonne, hier soir, nous dit qu'il veut reconquérir les territoires difficiles. Nous en parlerons avec nos invités. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Le match des idées. Il opposera ce soir Anne Levade, présidente de la haute autorité du Parti Les Républicains, à Jean-Pierre Mignard, président du comité d'éthique de la République En Marche. Plusieurs sujets de débat ce soir. La Catalogne n'a-t-elle pas déjà assez d'autonomie ? En France, première grève des fonctionnaires de l'ère Macron. Demain, on s'attend à une forte mobilisation. Emmanuel Macron fait-il du Sarkozy avec les agents de la fonction publique ? Nous aborderons toutes ces questions avec nos invités. Enfin, l'entretien du jour, nous recevons Joëlle Chevet. Elle est historienne et elle publie cet ouvrage, L'Élysée au féminin, de la 2e à la 5e République, entre devoir, pouvoir et désespoir. De Joséphine Bonaparte à Brigitte Macron, en passant par Yvonne de Gaulle. Comment les premières dames ont-elles marqué leur empreinte dans l'histoire avec un grand H ? Mais d'abord, donc, la question de l'insécurité en France, celle des Français, mais aussi celle des forces de l'ordre, vols, agressions, cambriolages. Près de 3,7 millions de crimes et délits ont été enregistrés en France en 2016. Ces chiffres sont-ils en hausse ? Nous en parlerons avec nos invités. Mais d'abord, retour sur ce triste anniversaire de l'agression des policiers à Viry-Châtillon. C'est avec Jérôme Rabier. C'était il y a un an, le 8 octobre 2016. 4 policiers en faction pour protéger une caméra de vidéosurveillance placée à proximité du quartier de la Grande Borne à Viry-Châtillon étaient violemment agressés par une dizaine de jeunes avec usage de cocktails Molotov. 2 policiers sont grièvement blessés, les 2 autres plus légèrement, provoquant une révolte inédite dans la police. Le mouvement des policiers en colère organise plusieurs manifestations réclamant notamment des moyens matériels. Le gouvernement précédent, comme l'actuel, s'est donc engagé dans ce sens, dans une logique de reconquête dans certaines zones sensibles. Partout où il y a des difficultés, il faut aller reconquérir les territoires. Alors comment faut-il le faire ? D'abord en ayant plus de policiers. Je vous rappelle que pendant des années, on avait baissé le nombre de policiers de manière absolument terrible. Et puis depuis 3 ans, nous réaugmentons chaque année. Il y aura encore la création de 1800 postes l'année prochaine. Le gouvernement va également lancer une expérimentation, la police de sécurité du quotidien. Sorte de police de proximité comme elle existait à l'époque de Lionel Jospin, mais avec une grande liberté d'organisation selon le territoire. La police de la sécurité quotidienne, ce sera aussi des postures opérationnelles qui seront définies de manière plus fine au niveau des territoires eux-mêmes, par les chefs de service eux-mêmes, sous l'autorité des préfets, pour laisser la part nécessaire d'initiative à l'échelon local. Des forces de police plus nombreuses, mieux équipées et avec des modes opératoires adaptés en fonction des lieux d'intervention. Voilà la promesse gouvernementale en matière de sécurité, domaine qui reste une préoccupation majeure des Français. Avec nous pour en parler ce soir, Céline Berton, bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du syndicat des commissaires de police. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Rio, bonsoir. Vous êtes maire communiste de Grigny. Grigny où 2 jeunes sont morts donc la semaine dernière tués par balle. Gérard Collomb est venu dans l'Essonne hier soir. Vous vous êtes entretenu avec lui. Vous allez nous en parler dans un instant. Mohamed Mechmach, bonsoir. Vous êtes co-créateur du collectif de Clichy-sous-Bois Assez le Feu, président fondateur de la coordination nationale Passons-nous. Enfin, Christophe Soulez, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, auteur de cet ouvrage, Le renseignement aux éditions Erol. Justement, Christophe Soulez, je voudrais commencer avec vous. Je voudrais qu'on fasse un point chiffré sur cette délinquance. On nous parle beaucoup de terrorisme, pas beaucoup de délinquance, d'insécurité. A-t-elle augmenté en France ? Alors déjà, c'est difficile de répondre à cette question parce que je ne sais pas ce que c'est que la délinquance. Je sais quelles sont les formes de délinquance, il y en a plusieurs. Il y a des choses qui baissent considérablement. Comme quoi toutes les atteintes liées aux véhicules, par exemple, les vols de véhicules, qui étaient à une époque vraiment très forte hausse, c'est quelque chose qui baisse depuis 10 ans. Les vols à main armée aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs que ce soit les cibles, que ce soit les commerces, les banques, les particuliers, c'est une infraction qui baisse. Et puis il y a des infractions qui ont plutôt tendance à rester stables à un niveau élevé, comme par exemple, vous en avez parlé, les cambriolages. Et puis ensuite, on a d'autres cibles. Par exemple, les femmes sont devenues depuis 2-3 ans, sur la voie publique, tant en termes d'agression qu'en termes de vol, des cibles qui sont, je dirais, privilégiées par certains délinquants. Donc voilà, c'est très difficile d'établir un
un diagnostic. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que certes, effectivement, le terrorisme a occulté, je dirais, toutes les autres formes de délinquance, et notamment celles qui sont un enjeu majeur aujourd'hui, qui concernent notamment l'économie souterraine, le trafic de stupéfiants, qui sont des permanences depuis maintenant 15 ou 20 ans. En revanche, on n'est pas non plus dans une période d'explosion de la délinquance, comme on a pu le connaître à certaines époques, je dirais, de notre histoire. Ce que l'on peut constater aussi, et on s'en est fait l'écho la semaine dernière, c'est que certaines professions sont aussi des cibles de plus en plus importantes, les policiers, les gendarmes, les pompiers également, les services de secours. Hein. On va publier prochainement une note là-dessus, qui sont de plus en plus victimes d'agressions. Donc on n'a pas un contexte d'explosion, on a un contexte de relative stabilité, voire de baisse et de délinquance plus ciblée, si je comprends bien. Et de délinquance un peu plus ciblée, avec des territoires qui sont des territoires qui demeurent, mais depuis d'ailleurs très longtemps, principalement exposés à certaines formes de délinquance. Philippe Rio, à Grigny, vous sentez une hausse, une baisse de la délinquance? Gérard Collomb nous dit hier soir, la délinquance a baissé à Viry-Châtillon. Quelle en est pour vous? Avant de répondre à votre question, si vous me permettez, au nom des Grignois, réaffirmer notre soutien plein et entier aux fonctionnaires de police qui ont été atteints il y a 1 an et dont l'un d'entre eux est encore hospitalisé à ce jour. Parce que c'est quelque chose qui marque beaucoup nos citoyens de nos territoires. Il n'y a pas que des délinquants, il y a des gens qui veulent vivre et qui veulent vivre en sécurité. Et de la même manière, réaffirmer le soutien à la famille et aux amis des 2 jeunes qui, jeudi dernier, se sont fait tuer dans le quartier de la Grande Borne. Gérard Collomb parle de reconquête des territoires. Ouais. La reconquête, elle doit se faire par le droit à la sécurité, qui doit, dans notre principe républicain, un droit à la sécurité pour tous. Mais elle doit aussi reposer par le retour, dans la reconquête de ces territoires, du droit à l'éducation, du droit à l'emploi. Et moi, je crois que si on n'a pas un projet global pour ces territoires qui décrochent de la République, et que la réponse n'est que sécuritaire, encore une fois, le droit à la sécurité est aussi primordial que le droit à l'éducation. Si on y va de cette manière-là, on réussira. Si on y va uniquement par la question de la police, on continuera, je crois, à avoir une politique d'échec. Mohamed Meshmash, Gérard Collomb nous dit reconquérir les territoires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? J'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on entend ça. Ça fait plus que ça. On va arriver à 40 ans de la politique de la ville. Donc ça veut dire qu'il y a encore des territoires qu'on n'a toujours pas en main? C'est pas qu'on n'a pas en main, c'est qu'à partir de là, tant que ce fossé ne fait que se creuser, tant que le droit commun ne sera pas aujourd'hui cet objectif est appliqué dans ces territoires et dans ces quartiers, malheureusement, on continuera effectivement à vivre dans un fossé qui nous éloigne de plus en plus d'une certaine réalité, dont certains sont déconnectés, dans une forme de déni, dont certains responsables politiques ne veulent pas reconnaître aussi qu'est-ce qu'on a fait dans ces territoires pour qu'on en arrive là. Vous parlez des causes éventuellement sociales, par exemple? Je parle moi des causes, parce que souvent on parle des conséquences, et à partir de ce qui se passe, tout de suite on répond... par la répression ou pas? Voilà, bon, la répression n'est pas... je ne pense pas que ce sera la seule solution. Alors les causes pour vous? Les causes, elles sont beaucoup plus profondes. C'est toutes ces inégalités aujourd'hui qui sont dans ces territoires-là. Quand vous n'avez pas accès à l'emploi comme il le faudrait, quand aujourd'hui au niveau de l'éducation, vous savez que vous partez 100 mètres derrière d'autres qui clairement ont... pratiquement l'ensemble des services publics qui sont bien ancrés dans ces territoires, alors que dans ceux-là, ils n'existent plus. Quand le tissu associatif est abîmé, comme on peut sûrement en parler actuellement et ce qui se passe. À cause des emplois aidés, oui, puis on va venir par augmenter le taux de chômage dans ces quartiers qui est déjà si élevé. Mais c'est pas que dans ces territoires-là. Moi, j'ai aussi une pensée pour les territoires ruraux qui vivent aussi les mêmes situations. J'ai une pensée pour les territoires dans les dom-toms qui vivent aussi ces situations qui ne sont pas acceptables. Donc vous ne dites pas d'amélioration et même c'est de pire en pire? Je dis, il y a des choses qui ont été faites. On ne va pas dire que rien n'a pas été fait, je veux dire. Mais je suis désolé, quand on voit que le budget qui est consacré à la politique de la ville dans les quartiers, c'est 0,17%. C'est rien, je veux dire. On n'arrivera pas à résorber ces inégalités si on n'y met pas réellement les moyens, une vraie volonté politique de changer les choses. Et ce que demandent ces habitants, ces citoyens, c'est des citoyens à part entière, pas à part, et qu'on ait tout simplement les mêmes droits communs que les autres, pas plus, pas moins, quoi, pour améliorer effectivement la situation. Donc effectivement, droit à la sécurité, droit à l'emploi, droit à la santé, à la culture, à l'éducation, à l'emploi, à la formation. Je veux dire, c'est des choses simples et basiques qu'on demande aussi pour que, effectivement, dans ces territoires, on ait le sentiment, honnêtement, qu'on n'est pas assigné qu'à une forme de violence, quoi. Je veux dire, dans ces territoires, il y a des réussites, il y a des gens qui veulent se lever le matin, il y a des créateurs d'emplois, il y a énormément de bonnes choses, quoi. On n'est pas un problème, on est une partie de la solution, quoi, je dirais. Céline Berton, qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi, je suis plutôt en accord avec une partie de ce qui a été dit.
on n'est pas nous non plus dans une approche à penser que l'approche sécuritaire elle sera l'alpha et l'oméga de la résolution des problématiques des quartiers. Et c'est vrai que n'avoir d'ailleurs que cette approche, c'est faire peser aussi un projet un peu lourd sur les épaules des forces de l'ordre, parce qu'on pourrait laisser penser que quand malheureusement ça fonctionne pas, c'est qu'ils ont été inadaptés dans leurs interventions, maladroits, mal compris. Mais assurément, il y a un enjeu de sécurité, c'est évident. Il faut le prendre en compte à part entière, parce que vous avez raison, les habitants de ces quartiers aussi subissent la violence, ils subissent la dégradation. Mais alors il y a deux choses, il y a les habitants de ces quartiers qui subissent la violence et il y a ces délinquants que j'imagine vous avez identifiés, dont vous savez qu'ils... Parfois, je dirais qu'il n'y a pas de dissociation parce que parfois on a les mêmes, enfin les habitants et certains fauteurs de troubles sont les mêmes. Parfois on a des gens qui sont issus de familles installées, mais c'est pas aussi simple que cela. Nous, on aimerait réussir à travailler effectivement de manière ciblée sur les individus qui créent problème pour aussi garantir au reste de la population, parfois à leur famille, parfois à leurs voisins, un cadre plus serein. Mais il est bien évident que les histoires sont liées. Il est bien évident que c'est pas forcément simple non plus pour la population qui est en quête de paix, de tranquillité, de réussite et de raccrochage au reste de la société, de parler. Et je crois que c'est un enjeu important, et vous le direz probablement, Monsieur le maire, mais c'est un enjeu important que porte le ministre de l'Intérieur, qui est celui, plus que d'une reconquête du territoire, il est très preneur d'une logique de disponibilité. Dans ce terme de proximité qui est, je crois, mal employé, il est en quête d'une police de disponibilité, de manière à ce que nous puissions donner un service à la hauteur de ce dont ces quartiers ont besoin et de ce dont les populations ont besoin. Alors, je voudrais vous faire réagir à cette phrase de Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la Ville et encore très concerné par le sujet. J'ai exactement le même sentiment qu'en 2003-2004 et à l'époque, on n'avait pas les problèmes de radicalisation. Philippe Rio, est-ce qu'on a laissé de côté les problèmes d'insécurité à cause des attentats, un peu ce que disait Christophe Soulez il y a un instant ? Plus largement, nous avons le sentiment, et c'est la raison pour laquelle il y a un mouvement très fort qui se lève d'associations d'élus ou d'associations tout court sur l'absence de prise en compte de nos territoires dans leur globalité, du projet présidentiel et des premiers mois de mise en œuvre du projet présidentiel, avec des situations durant l'été qui a alarmé tout le monde, toutes tendances politiques confondues. Et donc, nous voyons apparaître des phénomènes et nous voyons assez peu de réponses. Quel phénomène ? Ce phénomène d'abandon, quand on coupe des budgets alors que ce n'était pas prévu et qu'on découvre ça comment au mois d'août. Comment vous l'expliquez ? Pourquoi Emmanuel Macron abandonnerait-il les quartiers Parce que vous avez peut-être raison, la question du terrorisme a occulté fortement la vie de 5,5 millions d'habitants dans ce pays qui vivent dans des quartiers politiques de la vie qui concentrent l'insécurité, mais aussi l'insécurité sociale. Parce que on a dans ces territoires-là un concentré de précarité. Et donc qui fragilise énormément la vie de nos concitoyens. Mais Emmanuel Macron sera invité à Grigny lundi prochain, si je ne me trompe pas, aux États généraux de la politique de la ville. Il a déjà répondu. Vous savez s'il vient ? Non. Vous ne savez pas s'il vient ? Non. Vous avez une idée ? Écoutez, nous, on est sur le terrain, on travaille, on fait notre job, on essaie de le faire de manière la plus républicaine possible. Après qu'il vienne, c'est bien s'il vient, on ne jouera pas au foot. On essaiera d'avoir des réponses. Pas d'image, pas de communication. Je dis voilà, pas d'image comme ça. On a envie que... Voilà, moi, le message que l'on veut faire passer est le suivant. On peut être candidat et s'engager. Une fois qu'on est président de la République, comme nous lorsque nous sommes maires, on doit porter un projet de la République. Et dans le projet républicain, il y a un certain nombre de choses. L'intérêt général, ne pas oublier les territoires qui souffrent dans ce pays. Ça a été rappelé sur les territoires ruraux, ça a été rappelé sur les territoires des dom-toms. Quand on devient président de la République, on doit assumer cette fonction et nous souhaitons avoir plus que des signaux, des actes concrets et nous appelons donc effectivement à cette urgence avec 40 ans d'expérience de politique de la ville aussi, parce qu'on a cela de relation avec la police nationale, parce que nous sommes en relation avec la police nationale. Christophe Soulez, on sent qu'il y a beaucoup d'attentes. Oui, mais puis il y a des choses importantes qui ont été dites. C'est-à-dire que d'une part, effectivement, comme ça fait 40 ans qu'à chaque fois qu'on parle des problèmes de sécurité, généralement, on fait reposer ça uniquement sur le ministère de l'Intérieur, sans nécessairement, effectivement, englober ça dans une politique transversale. Et ça, je crois que ça serait important, je ne sais pas si on y viendra là, mais ça serait important, enfin,
qu'on comprenne qu'à un moment donné, les questions de sécurité ne concernent pas que la police et la gendarmerie. Donc quel ministère concerné, par exemple? Le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère du Travail. Il y a unité nationale. Voilà, c'est vraiment... Voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que c'est important aussi, la politique de la ville, on en a parlé, ça fait 40 ans, début des années 80. Il y a eu beaucoup de rapports qui ont été faits là-dessus. On n'arrive pas aujourd'hui à savoir véritablement quel a été l'impact de la politique de la ville, tant en ce qui concerne, je dirais, l'amélioration de la vie des habitants dans les quartiers, qu'en ce qui concerne son impact éventuellement sur la délinquance, sur la criminalité, puisqu'au départ, elle a quand même été mise en place pour ça. Donc on ne sait pas faire d'évaluation. Les rares évaluations qui sont faites par la Cour des comptes, tous les 10 ans à peu près, et les rapports sont plutôt négatifs. Mais ça, c'est le troisième point. Et le troisième point, c'est ce qu'a dit effectivement, ce qui rejoint un peu les questions sur la police, c'est à un moment donné, se dire aussi que notre modèle de police, il est peut-être plus adapté, je dirais, aujourd'hui à ce qu'il a pu être quand il a été créé, c'est-à-dire dans les années d'après-guerre, et qu'il faut passer d'une logique d'une police qui a plutôt été tendance à d'une police au service des institutions, au service de l'État, au service de la protection de l'État, à une police de police de service public. C'est-à-dire passer d'une logique, on doit travailler au profit de la population, au profit des usagers du service public de la sécurité, en ayant bien en tête, voilà, que aussi en termes d'indicateurs, je dirais, de services, de qualité, on doit sortir des indicateurs purement répressifs, la hausse du nombre de crimes et délits qui ne veut pas dire grand-chose, uniquement les faits élucidation, pour passer, voilà, comme à un moment donné, on juge la Poste, on juge Air France, etc., à une logique d'indicateurs de qualité. Et le travail policier, c'est le contact avec la population, l'accueil des victimes, etc. C'est des missions qui sont aujourd'hui pas valorisées au sein de la police nationale. Mohamed Mechmach. Ouais, non, je voulais rebondir sur le fait que l'ensemble de ces problèmes qu'on pointe du doigt, effectivement, en tant que le ministère de la ville est au plus bas, c'est compliqué d'aller frapper à la porte du ministère de l'Éducation et ainsi de suite et de lui dire débloquer quelques crédits, ainsi de suite. Moi, je pense que à la base, si on a vraiment envie de régler ce problème de fond, il faudrait qu'il y ait un ministre de plein emploi qui soit au-dessus des autres. Et c'est à lui, effectivement, d'aller et de faire redescendre sur les autres ministères. Mais exactement, c'est que comme ça, c'est pas l'inverse. C'est-à-dire, voilà. Et puis, tant qu'on continuera à faire sans ces habitants, alors qu'il y a une vraie expertise d'usage, tant qu'on ne remettra pas au cœur des politiques publiques le citoyen, qui a aujourd'hui la possibilité de s'asseoir autour de la table et essayer de trouver les solutions qui vont aller avec. Parce que souvent, on décide à la place de ses habitants. Et ils subissent, eux, le choix de ceux qui ne vivent pas dans ces quartiers. Ben, on n'y arrivera pas. Les rapports qui ont été faits, je veux bien, mais ces rapports, il y en a d'autres qui ont été faits pour tout simplement réformer cette politique de la ville. J'en ai travaillé avec Marilyn Baquet, on fait 30 propositions pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ça sera plus en nous, en expliquant qu'il y a sur ces 30 propositions des choses qui émergent du bas et qui sont censées remonter pour justement réformer cette politique de la ville. Sur les 30 mesures, il y en a une qui a été retenue, et encore celle qui a été retenue, c'est les conseils citoyens, chose qu'on n'avait pas formulée dans ce sens-là, mais il y en avait tant d'autres qui n'auraient pas coûté de l'argent, parce que c'est pas une question d'argent non plus. Moi, je veux bien qu'on nous dise qu'on a mis énormément d'argent. Si cet argent est mal fléché, ça ne réglera rien du tout. Et à l'époque, M. Borloo, qui avait effectivement la rénovation urbaine, avait dit on avait mis tant d'argent. On a pensé qu'en repeignant des murs ou en cassant des façades, ça allait régler le problème social humain qui n'a pas du tout été traité. Et on est encore dans des situations, malheureusement, qui sont d'actualité, là. On va revenir sur ces initiatives citoyennes dans un instant. Vous vouliez réagir Oui, je crois qu'il y a 3 exigences sur la question de sécurité. Le débat, police de proximité ou police d'intervention, il faut qu'on le clôt dans ce pays pour que tous les 3-4 ans, on ne change pas de police ou de mission, parce que c'est très compliqué. Deuxièmement, il faut qu'on ouvre. Il faut qu'on prenne le courage politique d'ouvrir la question de la relation police-justice dans ce pays. Parce que c'est extrêmement compliqué. Et nous souffrons, nous souffrons de quelque chose qui nous échappe. La question sur la justice, qui est le 3e thème qui me paraît important, la lutte contre la récidive et la question pénitentiaire. Qu'est-ce qui se passe dans nos prisons? Pourquoi des gens qui vont en prison en sortent plus détraqués qu'ils n'y rentrent? Mais est-ce que vous pensez qu'on a les bonnes personnes aux manettes? Pourquoi je vous pose cette question? Il y a pas mal de critiques autour de Julien de Normandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Stéphane Gatignon, maire écologiste de Sevran en Seine-Saint-Denis, nous dit « Le secrétaire d'État ne comprend pas de quoi il parle, il n'a aucune expérience de terrain ». No comment? C'est Stéphane, mon collègue. J'étais là quand il l'a prononcé, cette phrase. C'est parce que nous sentons qu'il y a effectivement une déconnexion entre ce pouvoir politique et la France qui souffre. Et donc c'est la raison pour laquelle nous alertons de manière républicaine et que nous souhaitons tous être autour de la table pour apporter des réponses. Je peux parler aussi de la justice des mineurs. Quel débat on a dans ce pays sur la justice des mineurs?
et sur la lutte contre la récidive. Si on n'apporte pas des réponses à ça, si on n'ouvre pas le débat, parce que le débat n'est même pas ouvert, on continuera à se parler sur les plateaux et à ne pas apporter de réponses concrètes, et pour la police et pour les habitants. Et justement, parmi les réponses possibles à apporter aux problèmes d'insécurité, Mohamed Mech, vous l'avez dit il y a un instant, il y a la participation citoyenne. Dans le Finistère, la commune de Ploudaniel vient de mettre en place un dispositif visant, je cite, à renforcer le lien entre les élus, la population et la gendarmerie. Lionel Texera a pu joindre le maire de la ville tout à l'heure. Il nous explique comment ça fonctionne. Ça consiste à avoir en permanence sur la commune des référents sécurité qui sont placés sous l'autorité du maire, c'est une fonction bénévole, et ça consiste à avoir grosso modo un représentant par grand quartier, grand hameau de la commune. Lorsque le référent repère des actes d'incivilité ou bien un véhicule mal garé ou suspect ou bien fait l'objet de démarchage intempestif dans un quartier, d'effectuer un signalement auprès de la service de la gendarmerie. Il ne peut pas y avoir de signalement à propos de caractère politique, racial, syndical ou religieux. Ce sont simplement des actes qui se passent sur la voie publique. Céline Berton, j'aimerais votre avis sur ce genre d'initiative, parce que ce n'est pas la seule initiative, ce genre d'initiative de participation citoyenne, police citoyenne. Alors, ça s'inscrit dans un cadre général que nous soutenons plutôt, qui est de se dire, et je rejoins ce que vous avez dit, monsieur le maire, tout à l'heure, la police en a ras-le-bol des effets leviers politiques, et tous les 3-4 ans qu'on lui demande de partir dans un sens différent. Elle demande aussi à être un peu maître de son propre destin, en se construisant sur un constat territorial, sur le constat de terrain, le fait avec les élus, avec la population. Et ce sont des choses qui parfois fonctionnent. L'enjeu, alors l'exemple qui est pris, je ne connais pas Ploudaniel, mais j'imagine que ce n'est pas tout à fait le même niveau de délinquance que Grigny. L'enjeu, c'est de trouver des schémas qui fonctionnent, qui soient des schémas dans lesquels on capte les besoins, on soit capable de les entendre, on voit comment on les traite, quelles solutions on peut y apporter. Et là, il y a un vrai sujet d'efficacité de la réponse policière, qui était aussi un sujet d'efficacité de la réponse pénale ou d'efficacité de la réponse citoyenne, aussi de la position des élus. Bref, tous les acteurs qui peuvent contribuer à améliorer la vie dans une ville, dans un quartier, dans un secteur donné. Et l'enjeu, ce sera de réussir à entendre cette parole et à la traduire en actes concrets. Mais aussi d'entendre cette parole et de la protéger. Parce que dans certains secteurs, aller capter la parole de certaines populations, ce sont aussi les exposer à des représailles. Ça, c'est une réalité. Et ça va être un enjeu que de réussir à l'entendre quand même, parce que moi, je suis persuadée qu'effectivement, les bonnes idées, ce sont les pratiques du terrain. Sauf qu'il y a quand même 2 risques à ce genre d'initiative. C'est d'abord le risque que vous soyez débordés, vous, force de l'ordre, à cause de trop de coups de téléphone, de trop de signalements. Et pardon, mais le risque de délation. Oui, bien sûr, on risque de glisser vers ça aussi. Je veux dire. Mais je crois qu'il faut qu'on arrête. Enfin, la délation, c'est l'histoire de notre pays. Après la Seconde Guerre mondiale, il faut qu'on ferme la page. Non, mais si on sort de cette connotation historique, bien sûr, il y a quand même un risque. Extrêmement présente. Il faut qu'on ferme cette page-là. On est maintenant dans un autre mode de société. On s'autorise tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'il faudrait finalement qu'on considère qu'un citoyen qu'on aura peut-être désigné parce qu'il ou elle est en responsabilité, il ou elle n'est pas farfelu, il ou elle est capable de faire des propositions utiles, ou parce qu'il ou elle est élu dans son comité de quartier. On participe à des réunions de quartier de manière extrêmement régulière et ce sont des lieux d'échange. L'enjeu, par contre, et je finis juste là-dessus, c'est qu'on ne devienne pas des agents d'ambiance qui soient juste chargés de récupérer une information et de ne pas être capable d'en faire quelque chose. Pour nous, il y a un vrai enjeu de crédibilité. Il faut les moyens derrière pour intervenir. Tout à fait. Quelle que soit la nature de l'intervention. Bien sûr. À partir de là, on reconnaît cette participation quand elle va sur le sens de la sécuritaire. Par contre, quand les habitants, ils demandent à être associés à leur quotidien, à la rencontre de leurs bailleurs, à la rénovation urbaine, ou ainsi de suite, à partir de là, ils ne sont pas pris en compte. Je veux dire, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on arrive quand même à avoir un équilibre et que ces habitants soient présents. Mais sur le principe, vous êtes pour ce genre d'idée ? Moi, ça me pose un souci parce qu'effectivement, problème moral. C'est compliqué. Je veux dire, c'est pas de mettre en difficulté telle ou telle personne. Je veux dire, c'est possible parce que peut-être en termes d'habitants, c'est pas nombreux. Mais c'est à peine 2-3 000 habitants. Voilà, c'est que dans des agglomérations ou dans des villes à 50 000 habitants, ainsi de suite, ça devient un peu plus compliqué, je veux dire. Voilà, je ne sais pas si à Grigny, c'est faisable. À Clichy, c'est 29 000 habitants. Donc, non, mais d'où l'importance, à un moment donné aussi, d'adapter les politiques publiques, justement, à la réalité des territoires. Certes, on est dans un pays jacobin, l'administration centrale joue un rôle énorme dans notre pays,
Quand on a voulu faire la police de proximité quand même en 99, le schéma a été imposé d'en haut et tout devait être quasiment uniforme sur l'ensemble des territoires qu'avait la police de proximité. En plus, on a voulu quand même faire ça en 3 ans, alors que ça bouleversait quand même, des pratiques et une organisation vieille de 40 ans. Donc, sachons expérimenter. Donc là, j'espère que l'expérimentation, effectivement, on laissera le temps à l'expérimentation de se mettre en œuvre pour voir si, à un moment donné, on peut commencer à généraliser, parce que ça, on ne sait pas le faire non plus, et laissons des marges de manœuvre, effectivement, au niveau des territoires. On a quand même des commissaires, des officiers, des magistrats qui sont quand même à un moment donné bien formés, des marges de manœuvre, une autonomie pour adapter les politiques publiques au territoire. On ne peut pas calquer ce qui se fait à, j'ai oublié le nom, à Ploudaniel, effectivement, à Clichy, à la Grande Borne, au Mureau, à la cité de la Ligne Blanche, c'est pas possible. Non, mais il y a d'autres dispositifs. Il y a voisins vigilants à Nice. Enfin, c'est pas seulement cette petite commune bretonne. Philippe Rio. Oui, je voulais répondre à votre question que vous m'avez posée, à laquelle je n'ai pas répondu. Oui. Votre question première sur est-ce qu'il y a eu une reconquête à Grigny ? La réponse est oui. Tout reste fragile et cette reconquête est basée sur le retour de la police depuis 1 an, qui s'est accéléré. Police nationale ? Police nationale. Et également sur un retour de l'éducation nationale, qui depuis la rentrée fait des efforts exceptionnels, expérimentaux. Donc c'est le drame de Viry-Châtillon qui a potentiellement... Qui a accéléré le retour de la police nationale, parce que ça a créé beaucoup d'émoi, et effectivement, il y avait besoin. Nous, ça fait 20 ans qu'on réclame un commissariat de plein exercice sur ce territoire. Donc tous les élus politiques et tous les responsables associatifs demandent et appellent à cette sécurité, à ce retour de la sûreté et de la tranquillité publique, parce qu'on veut vivre en paix dans nos quartiers. Majoritairement, on veut vivre en paix. Donc il y a cela, et il y a eu ce retour expérimental de l'éducation nationale qui vient renforcer, parce qu'encore une fois, la République, c'est la sécurité, mais aussi l'éducation. Et il vous reste 1 minute pour me donner votre avis sur ces initiatives citoyennes. L'aide des habitants. Est-ce qu'il faut appeler les habitants à appeler la police quand il y a un souci ? Oui. L'enquête de police est extrêmement difficile sur le terrain. Et donc, il y a besoin de protéger les sources, il y a besoin de libérer cette parole-là. Mais... Vous n'avez pas peur des dérives, vous n'avez pas peur de cette délation possible ? Tout est fragile, mais il y a besoin qu'une parole se libère, une parole de confiance entre la police nationale et les habitants. C'est aussi cela où la question du rapport de proximité est important. C'est pas un bon mot, je sais, mais il y a besoin de cette confiance, de rétablir cette confiance entre cette police, ce service public, voilà, vous avez employé le bon mot, entre ce service public en direction des usagers et les habitants. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat, d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, c'est le match des idées qui va opposer Anne Levade à Jean-Pierre Mignard. On va notamment revenir sur la situation en Catalogne, démonstration de force des anti-indépendantistes hier dans le centre de Barcelone pour défendre l'unité de l'Espagne. Il faut dire que la Catalogne bénéficie déjà d'une certaine autonomie, de même que le Pays Basque. Le point sur ces 2 régions avec Julie Hulin. La Catalogne et le Pays Basque, ce sont 2 des 17 communautés autonomes espagnoles. Des communautés reconnues par la Constitution de 1978 qui jouissent d'un fort degré d'autonomie politique en exerçant toutes des pouvoirs législatifs et exécutifs. Chacune est dotée d'un parlement et d'un gouvernement et dispose de compétences en matière de santé, éducation, police, environnement, développement économique ou encore culture. Des communautés espagnoles qui n'ont donc pas la main sur la défense et la diplomatie. Reste la question centrale de la fiscalité, le nerf de la guerre, car le Pays Basque bénéficie historiquement d'une fiscalité autonome très avantageuse. Le concierto económico lui permet de récolter et de gérer son propre impôt, un statut qui en fait l'une des régions qui a le plus de pouvoir en Europe. Les Catalans en rêvent. En 2005, ils avaient pourtant obtenu une réforme fiscale et des compétences élargies. Un statut annulé en 2010 qui a provoqué depuis une très forte montée de l'indépendantisme. Et pour ce match des idées, je reçois Anne Levade. Bonsoir. Vous êtes juriste, constitutionnaliste, présidente de la Haute Autorité du Parti Les Républicains. Et Jean-Pierre Mignard, bonsoir à vous également, président du comité d'éthique de la République En Marche. Alors que le jour du référendum, Madrid avait, semble-t-il, perdu la guerre de l'image face aux indépendantistes à cause des violences, on a le sentiment que la situation s'est un petit peu retournée ces derniers jours. Est-ce que, oui ou non, vous diriez que la Catalogne en demande trop, Anne Levade ? Alors, est-ce qu'elle en demande trop ? J'allais dire qu'elle demande quelque chose que l'Espagne, telle qu'elle, ne peut pas lui accorder. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est trop ? Ce qu'elle a mis en place depuis le début du mois de septembre, c'est un processus
de déclaration unilatérale d'indépendance qu'elle veut imposer aux autorités espagnoles. Le fait est que tout ça s'inscrit dans une chronologie compliquée entre l'Espagne et la Catalogne, puisque depuis presque 10 ans maintenant, notamment via le tribunal constitutionnel, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont dit non de manière systématique à toute velléité de renforcement de l'autonomie. Cela étant, l'Espagne est liée par son texte constitutionnel qui pose deux principes. Le premier principe, c'est celui de l'indivisibilité du pays. Donc de ce point de vue-là, l'impossibilité d'avoir une partie de son territoire et de sa population qui fait sécession, comme tous les États souverains. Et parallèlement à cela, le fait qu'elle accorde une autonomie très importante, et c'est le cas de la Catalogne, à un certain nombre de ses territoires. La Catalogne veut aller plus loin, et c'est vrai qu'elle a fait les choses de telle manière qu'en réalité, l'Espagne a estimé qu'elle ne pouvait pas trouver d'accord. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que l'Espagne voulait trouver un accord. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu un effet d'escalade, un bras de fer entre les deux séries d'autorités, dont on verra demain et dans les jours qui viennent, effectivement, comment il peut se résoudre. Jean-Pierre Mignard, on voit que la Catalogne en demande toujours plus. Oui, ce qui est quand même étrange, c'est comment en est-on arrivé là? Parce que c'est un problème récurrent, il date depuis des années. On se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer entre le gouvernement central et puis le gouvernement régional. Est-ce qu'ils se sont parlé? Est-ce qu'il y a une volonté d'aboutir à quelque chose? On sait quand même qu'il y a plusieurs années de cela, la question de l'autonomie fiscale, notamment des prérogatives fiscales de la Catalogne, avait été envisagée à l'identique ou à peu près de ce que le Pays Basque avait obtenu. Étrangement, je ne sais pas pourquoi ça a été refusé. Et donc, d'une certaine manière, cette région n'a pas à sa disposition les moyens qu'a le Pays Basque. Peut-être que si on était allé beaucoup plus loin dans une autonomie, notamment sur le plan économique et fiscal, donc avec des prérogatives données à la Catalogne, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc je crois que c'est aussi le fruit d'un désaccord, d'un non-dialogue qui se paye et avec une Catalogne en deux. Est-ce qu'au fond de tout cela, il n'y a pas cette question d'identité? C'est-à-dire que la Catalogne ne cesse de dire Madrid ne nous reconnaît pas comme nation. Alors on parle des banques, on parle de l'économie, on parle d'adhésion à l'Union européenne, mais le fond du problème, et qui fera que cette crise peut-être ne s'arrêtera jamais, c'est un problème d'identité, de reconnaissance d'identité de la Catalogne. Alors je vais raisonner en constitutionnaliste. Les juristes ont un principe qu'on peut trouver absurde, mais c'est que quand on identifie un peuple ou une nation, on considère qu'on y superpose un État et un seul État souverain. Donc par définition, si l'Espagne acceptait que la Catalogne, que les Catalans soient considérés comme une nation, ça veut dire deux nations. Voilà, ils admettraient finalement qu'il y a cette possibilité d'indépendance et d'autonomie. Or, tout a été fait dans le système constitutionnel espagnol depuis 1978. Là encore, on ne peut pas remonter plus loin dans le temps parce qu'on n'a pas le temps, mais le franquisme était extrêmement centralisateur. En 1978, l'Espagne construit ce qui à l'époque apparaît comme très novateur, ce qu'on a même appelé un État des autonomies, c'est-à-dire la possibilité à la carte d'avoir une négociation avec des parties du territoire pour déterminer un statut particulier avec effectivement une gradation dans l'indépendance. Mais tout ça se fait sur la base d'une négociation chaque fois. Et c'est vrai que ce qui a en 2010 notamment été le frein constitutionnel, puisque c'est là que le tribunal constitutionnel est entré dans le jeu, c'est quand, dans un des textes qui visait à réformer ce statut, il a été question d'une nation catalane, ce que le tribunal a estimé inacceptable. Voilà, c'est le point de départ en quelque sorte de cette nouvelle escalade. Alors, derrière la question des nations, parlons de l'Écosse. L'Écosse se vit comme une nation. Donc on a, même en rugby, regardez, on parle du tournoi. Et elle vient de soutenir les Catalans, des 5 les nations. indépendantistes écossais oui, viennent bien de sûr, soutenir les Catalans. Ils sont attentifs. Ce que je crois, c'est que quel que soit le nom que l'on donne, nation, région à forte autonomie, ça n'a pas beaucoup... Alors, je trouve que ce gouvernement réagit de manière archaïque, et je trouve que la réclamation d'indépendance est archaïque. Alors, entre deux archaïsmes, comment est-ce qu'on fait? Alors donc, il va falloir trouver une solution. Le premier secrétaire du Parti socialiste espagnol parle d'État plurinational. Donc, on essaye de trouver des concepts qui pourraient permettre... Je crois que la solution ne peut être trouvée que, d'abord, entre les Catalans et les Catalans. C'est seulement si les Catalans et les Catalans arrivent à trouver une solution pondérée que, en effet, je pense que Madrid
pourra en effet peut-être être un peu plus contemporaine, parce que Madrid n'est pas très contemporaine. Oui, juste deux petites choses très brièvement. L'Écosse réagit alors qu'elle-même a finalement renoncé à l'indépendance à l'occasion d'un référendum il y a quelques années, parce qu'on est dans le contexte du Brexit. Et qu'évidemment l'Écosse se dit que si effectivement le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, et que la Catalogne arrive dans ce cadre-là à négocier une indépendance, ça pourrait être pour elle, pour l'avenir, une porte de sortie qui lui permettrait de re-rentrer dans l'Union. Alors, je voudrais aborder un tout autre sujet avec vous. Députés et sénateurs, en France, cette fois, viennent de trouver un accord sur une version commune du projet de loi antiterroriste. Philippe Bas, sénateur LR de la Manche et par ailleurs président de la commission des lois au Sénat, a réagi il y a quelques minutes. Il s'en réjouit. Écoutez. Le président Larcher a bien fait de rappeler la vocation du Sénat, non seulement à donner à l'État les moyens de la sécurité face au terrorisme, mais aussi à respecter cette tradition de protection des libertés publiques qui est un peu ici notre marque de fabrique. Nous cherchons le meilleur équilibre possible. Nous ne voulons pas que durablement, dans 10, 20 ou 30 ans, il y ait dans notre code pénal des mesures restrictives des libertés sans que le Parlement n'ait de nouveau à intervenir. Eh bien, dans 3 ans, si on veut maintenir ces mesures, il faudra que le gouvernement revienne devant le Parlement. Alors, Philippe Bas se réjouit. Allez-y. Oui, j'ai compris, c'est la fameuse clause de revoyure. C'est ça, du rendez-vous. Ah ben, je trouve que c'est bien. Personnellement, j'étais pour. J'avais écouté ce que disait le député socialiste du SOPT à l'Assemblée, qui avait d'ailleurs, parce que les socialistes ont voté le texte présenté par le gouvernement. Mais je trouvais qu'en effet, c'est bien, parce que, et je trouve que c'est bien pour le Sénat d'avoir fait ça, parce que ce gouvernement est démocrate. Le Parlement est démocrate. D'abord, on ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait. Deuxièmement, on a intégré dans la loi commune des dispositions qui étaient exorbitantes de celle-ci. Ça a un avantage. D'ailleurs, avec une amélioration, parce que quand même, les magistrats de l'ordre judiciaire, je trouve effectivement, se voient confier des pouvoirs de contrôle qu'ils n'avaient pas dans l'état d'urgence première manière. Mais qu'après tout, on voit effectivement quel est le bilan qui puisse être tiré par le Parlement. Je pense que ça me semble une bonne chose. On pouvait aussi trouver une solution, c'est de demander par exemple au Premier président de la Cour de cassation et au vice-président du Conseil d'État de faire un rapport annuel. Ce n'est pas interdit non plus. Je pense que dans ce domaine, qui est celui de la liberté individuelle, dans une situation où on est confronté à un terrorisme extrêmement violent, c'est pas du luxe. C'est jamais inutile. Tout de même une question, et je vous la pose à vous, Anne Levade. Il y a pas mal de critiques sur d'éventuelles atteintes aux libertés individuelles dans ce texte. Est-ce qu'il y a un risque d'inconstitutionnalité de ce texte? Est-ce que ce texte peut être retoqué, notamment, je ne sais pas, par la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple? Alors, la commission mixte paritaire, elle se met toujours d'accord sur un texte qui, donc, forcément, est un peu retouché par rapport aux 2 versions antérieures. La clause de rendez-vous, de ce point de vue-là, me semble effectivement être de nature à rassurer le Conseil constitutionnel, ne serait-ce que parce qu'on ne s'engage pas ad vitam aeternam dans un dispositif qui pourrait se révéler problématique à un moment donné. C'est évidemment souvent dans le détail que se niche le diable. Donc le Conseil peut-être formulera des réserves d'interprétation. Ce qui est sûr, c'est que, et de ce point de vue-là, je trouve une bonne chose que la commission mixte paritaire ait trouvé un terrain d'entente, c'est que ce texte entend répondre à un défi. L'avenir nous dira s'il y répond correctement, mais il entend répondre à un défi. Tout notre système juridique repose sur des principes simples. Le primat de la liberté, le fait qu'on peut faire tout ce que l'on veut et que l'on n'est puni que lorsque c'est interdit et qu'on a commis un acte, et qu'un juge intervient, et que par ailleurs la sanction est dissuasive. C'est grosso modo dans ce système-là que nous vivons, et comme nous sommes un État de droit, tout le monde le respecte. Évidemment, le terrorisme pose un vrai problème, c'est qu'on est face à des actes d'une nature telle, avec par ailleurs des auteurs potentiellement suicidaires, qui exige que l'on réfléchisse à la manière d'empêcher que les faits soient commis. Et là, évidemment, ça modifie complètement notre manière de raisonner. La menace de la sanction n'est absolument pas dissuasive. Et si l'on attend de sanctionner une fois que les actes sont commis, évidemment, c'est trop tard. Ça ne règle pas le problème. Donc, ce qui est indispensable, c'est d'arriver à trouver un équilibre qui garantisse qu'on ne reste pas dans un régime d'exception, ce qui était le cas depuis bientôt 2 ans, parce qu'il n'est jamais sain d'être dans un régime d'exception, mais pour autant d'intégrer effectivement dans le droit commun les mesures qui sont susceptibles, à l'égard spécifique du terrorisme, d'être efficace, et donc d'éviter que des actes soient commis. Si le texte atteint cet équilibre, et évidemment, si on revérifie régulièrement que le problème se cause, l'état d'urgence n'avait de sens que si l'on pouvait dire aujourd'hui, ça y est, il n'y a plus de menaces terroristes. Malheureusement, je pense que tout le monde en convient, ça n'est pas le cas. Le procureur de la République se voit quand même confier des prérogatives qu'il n'avait pas dans l'ancien texte. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Il faut que les procureurs de la République, les membres du parquet, deviennent des magistrats à part entière.
c'est-à-dire que soit consacrée pleinement leur indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, ce qui ne sera possible que lorsque le Conseil supérieur de la magistrature décidera pleinement de leur carrière, du choix des procureurs et de leur affectation. C'est encore une autre réforme. Heureusement qu'on ne l'attend pas pour se mettre d'accord sur le texte dont on parle. Mais on avance step by step. Et on avance dans ce match des idées avec un tout autre sujet d'actualité. Demain, c'est la première grève des fonctionnaires de l'ère Macron. Enseignants, policiers, infirmières, près de 5,5 millions de personnes qui sont appelées à manifester. Une telle mobilisation n'a pas été annoncée depuis 10 ans. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, se joint à l'appel. Il nous explique pourquoi. Il y a d'abord un problème de reconnaissance. Quand vous allez dans les hôpitaux aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe dans la police ou dans un certain nombre d'autres secteurs, vous voyez un problème de reconnaissance. Ils ont le sentiment, les fonctionnaires, qu'ils sont qu'un coût, alors qu'ils sont une richesse pour notre service public et pour le service qu'ils rendent à la population. Donc il faut arrêter de stigmatiser les fonctionnaires, ce qui est fait aujourd'hui dans notre pays. Alors, je rappelle quelques mesures prises par le gouvernement Macron et Édouard Philippe. Suppression de 120 000 postes en 5 ans, rémunération gelée, jour de carence, menace sur le statut. Certains observateurs disent qu'Emmanuel Macron fait du Sarkozy. Jean-Pierre Mignard, qu'est-ce que ça vous inspire, cette attaque ? Je comprends, effectivement, les fonctionnaires ne sont pas satisfaits. Je pense qu'il n'oublie pas aussi la question de la CSG. Je pense en effet d'abord, si Berger dit ça, je pense que c'est pas faux. Traditionnellement, il y a une forme de libéralisme agressif qui consiste à tout mettre sur le dos des fonctionnaires. Alors ensuite, les plus subtils disent en fait c'est pas le nombre des fonctionnaires, mais c'est effectivement leur redéploiement qui pose, c'est leur bonne affectation. Je pense que l'État, la République tiennent par la fonction publique, entre autres par la fonction publique, et qu'il faut faire effectivement extrêmement attention à ce que l'on dit des fonctionnaires. Alors en général, on parle toujours des hôpitaux, parce que comme chacun a peur d'être malade, on dit « Ah, voici les bons fonctionnaires, ces fonctionnaires des hôpitaux ». Les fonctionnaires rendent des services évidents, et donc il faut être prudent. Bon, alors il y a la mobilisation. La mobilisation, comme dit Jean Jaurès, ce n'est pas la guerre. Bon, alors peut-être que maintenant, on verra, après les 5 millions, on verra comment la grève sera suivie, et qu'est-ce qui va s'en suivre. Il y aura forcément une discussion avec les fonctionnaires. Ce n'est pas possible que le gouvernement puisse effectivement sur ce point tenir tout, même s'il entend tenir sur l'essentiel, et à mon avis ce sera sur les 120 000 postes non remplacés. Mais vous nous dites quand même en substance, sur le plan économique, il fait de l'ultralibéralisme. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il faisait de l'ultralibéralisme. J'ai dit qu'il y avait toujours cette politique qui était de rationner la dépense publique à travers la fonction publique. Il faut faire attention. Moi, je suis tout à fait prêt à admettre qu'il y a effectivement des postes en trop ici, qu'il y a des redéploiements nécessaires. Je suis convaincu d'une chose, c'est que la République, c'est aussi le service public et c'est aussi les fonctionnaires. Donc prenons garde sur ce point parce que je ne suis pas sûr que finalement on fasse tant d'économies que cela. Anne Levade, il faut la protéger, la fonction publique ? La protéger sans aucun doute, ne pas la faire évoluer, certainement pas. Et c'est un fonctionnaire qui vous parle. Parce que je suis prof à la fac, donc top, fonctionnaire. Vous êtes un fonctionnaire top. Mais il n'y a pas de top ou pas top. Si. C'est une conception. Dans tous les sens du terme, c'est une conception par ailleurs effectivement d'une mission et de l'intérêt général. Donc la fonction publique de ce point de vue-là, elle a évidemment un rôle essentiel. Et nous avons en France un attachement particulier à cette fonction publique parce que nous avons une conception particulière du service public. Le nombre de fonctionnaires que nous avons est proportionnellement beaucoup plus élevé que dans d'autres États parce que là encore, ça renvoie à notre tradition. Le fait est que le discours sur les fonctionnaires, d'abord je rappelle que dans le cadre de l'élection présidentielle, dans le cadre de la campagne, à peu près tous les candidats souhaitaient, à quelques rares exceptions près, supprimer des postes de fonctionnaires, parce qu'effectivement, on a ce cumul d'une fonction publique d'État, hospitalière et locale. Une éradication. Et qu'on sait bien, absolument, il y avait, rien à voir avec, il y avait une gradation. Alors là, vous parlez du programme de François Fillon, très importante. Non, mais il y avait une gradation extrêmement importante. Une guerre nucléaire contre la fonction publique. Tous les candidats étaient d'accord sur ce point-là. J'ajoute que, encore une fois, dans la fonction publique, il y a la fonction publique d'État, hospitalière et des collectivités, et que, en même temps, le constat est là, l'État n'a plus les moyens, durablement et dans les conditions qu'on a connues sur les dernières décennies, de continuer à recruter de la même manière des fonctionnaires. Donc il faut leur demander un effort. D'où le débat qui, je crois, doit avoir lieu. Le problème, c'est que quand, évidemment, on crispe les choses, il n'est plus possible d'avoir de débat, mais qui doit avoir lieu, y compris d'ailleurs sur le statut des fonctionnaires et sur le fait que on peut rentrer dans la fonction publique à 20 ans et y être de fait jusqu'à son décès. Alors Éric Woerth ce matin sur France 2 nous dit il faut donner de l'espoir à toutes les catégories de Français, les fonctionnaires compris. En ne faisant rien, on met les gens dans la rue pour de mauvaises raisons et lui estime que le budget est injuste d'un peu partout et notamment pour les retraités. Écoutez.
il est injuste pour les retraités qui vont payer tout d'un coup plus. Pourquoi tout d'un coup les retraités sont devenus des ennemis de la République, j'en sais rien. C'est une drôle d'idée. C'est une punition. Quand on augmente de plus de 20% les impôts, c'est-à-dire la CSG des retraités, ça veut dire qu'on a envie de leur prendre une partie de leur pouvoir d'achat. Ils n'avaient rien demandé, les pauvres. Jean-Pierre Mignard, ils sont devenus les ennemis de la République, les retraités? Non, enfin, c'est vraiment... Écoutez, franchement, d'abord, ce n'est pas tous les retraités. Deuxièmement, quand même, il y a un certain nombre de mesures qui vont en faveur, notamment sur revoir l'allocation. Alors, allocation le minimum vieillesse. Minimum vieillesse. C'est effectivement l'argument repris par... Oui, plus la taxe d'habitation. C'est quand même des... Là, il faut être honnête, quand même, ce sont des mesures qui vont effectivement aider, et heureusement, un certain nombre... Voilà, effectivement, sur ce point, il y a un choix, il y a une forme de discrimination qui est demandée, qui est effectivement à ceux qui ont les revenus les plus confortables de fournir un effort. Comme moi, je vais fournir un effort sur les plans, puis vous aussi, d'ailleurs, sur le plan de nos revenus. Bon, bah, c'est ainsi, mais il n'est pas vrai que ce soit un choix d'appauvrir les retraités. Et je veux dire, il n'y a pas cette petite musique de les retraités ont plein de sous, ils ont économisé plein de sous durant leur vie, alors on va aller chercher l'argent là où il est? C'est faux, puis d'ailleurs, en plus... Ah oui, ça, je suis d'accord. Non seulement c'est faux, et deuxièmement... chacun a bien pris conscience, et le président de la République aussi, que beaucoup de retraités étaient aussi des grands-parents, que les grands-parents aidaient leurs enfants et aidaient leurs petits-enfants. Il y a sur ce point des mécanismes de solidarité familiale qui jouent un rôle important dans la cohésion sociale et puis dans le fait que nous tenons debout. Anne Levan. Oui, alors c'est assez logique que les opposants s'opposent et que, quitte à utiliser des formules un peu fracassantes... Un peu excessives, oui. Retraités ennemis de la République, nous dit Éric Woerth. Franchement... ce qui est sûr, c'est que... pas digne. La question n'est pas de savoir si c'est telle ou telle catégorie qui est visée, parce que je crois qu'il n'y a pas de visée en tant que telle. Dès lors un peu quand même, entre les fonctionnaires, les retraités. Oui, mais dès lors qu'un gouvernement mène une politique, la question qui se pose, c'est pas tant de l'effet à court terme que des effets escomptés à long terme. Et c'est vrai que les effets escomptés à long terme, parce que ça, nul n'en disconvient, là encore, à part quelques courants politiques, il n'est pas possible de continuer à financer comme on l'a fait jusqu'à maintenant le fonctionnement de l'État. C'est effectivement de réfléchir à des manières de répartir en quelque sorte la charge. Le meilleur moyen de venir en soutien des retraités, c'est tout à fait indispensable. Et puis, bien évidemment, le financement des retraites, c'est l'emploi. L'emploi est le meilleur moyen que nous avons, en effet, de pouvoir soulager les retraites et de donner, peut-être, de desserrer les taux d'angoisse qui pèsent sur certains retraités, y compris les plus confortables, qui ont tout à fait le droit de bénéficier de leur retraite. Donc on revient toujours à la question de l'activité, on revient toujours à la question de l'emploi. Une toute dernière question, il nous reste assez peu de temps. Vous pensez qu'Emmanuel Macron va avoir du mal à se détacher de cette image de président des riches qui semble lui coller à la peau depuis le début de son quinquennat? C'est à qui vous posez la question? À tous les deux. Écoutez, franchement, moi, je trouve que c'est pas juste de dire ça, même si je trouve, tactiquement, c'est peut-être pas bien fait. Je le dis, je suis pas langue de bois, vous connaissez. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être eu des arbitrages qui auraient pu être autrement vus et faits. Tandis que là, bien sûr, il faut bien faire le budget dans un temps donné. Je trouve que quelquefois, on aurait pu quand même ici ou là, comme chez le coiffeur, peut-être ajuster, ça n'aurait pas été une mauvaise chose. Mais enfin, il n'est pas vrai, on a parlé de l'allocation vieillesse, on a parlé les personnes handicapées, il y a le 13e mois du SMIC, c'est pas vrai. Donc il n'y a pas que des mesures pour les riches. Par contre, ce qui est étrange, c'est que l'ISF, qui peut se comprendre, dire on a besoin de réinjecter de l'argent dans l'économie. Alors d'abord, là, une question. Il faut être sûr que d'ailleurs, sur ce point, cet argent soit bien réinjecté dans l'économie, le flèche-t-on ou pas. Ça, c'est une vraie... Mais bon, c'est pas absurde, il l'a toujours dit. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il croit que la croissance, l'argent qui alimente la croissance est le meilleur soutien. Ça, c'est une chose. Maintenant, le deuxième point qui me semble essentiel, c'est qu'il y a peut-être les yachts, tout ça, alors on s'accroche à ça. Et il y a des amendements qui sont proposés par les députés, d'ailleurs. Mais ça va être supprimé. Je pense que c'est même les parlementaires de la République En Marche qui vont supprimer ce dispositif. Et pourquoi y avoir pensé, d'ailleurs, entre nous, on serait peut-être évité une polémique. Alors, certes, j'entends en revanche... Pas du tout. Ah bon. Et pas le pied marin non plus. Mais j'entends en revanche que l'argument était qu'on était uniquement sur l'immobilier. Or, par définition, un yacht n'est pas sur le plan juridique de l'immobilier, mais d'immobilier. C'est vrai, mais sauf que c'est pas productif quand même. Je laisse ça de côté. Moi, je vais répondre vraiment en 10 secondes. C'est que je crois qu'on est prompt à coller des étiquettes sur à peu près tous les présidents, en particulier en début de mandat, qu'elles soient positives, négatives. C'est le jeu. Et si elles sont négatives, c'est en général plus amusant. Le seul moyen de savoir si cette étiquette restera et si elle était censée, c'est
si cette politique produit des résultats. Si cette politique produit des résultats, eh ben, évidemment que l'étiquette se décollera d'elle-même. Et on aura l'occasion d'en reparler sur ce même plateau. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Tout de suite, c'est l'entretien du jour. Nous recevons l'historienne Joëlle Chevet qui publie un très beau livre sur les femmes de l'Élysée. À tout de suite. Demain, dans Territoire d'Info, Gérard Larcher, président du Sénat, sera l'invité de Public Sénat et de la presse quotidienne régionale. Territoire d'Info, demain à 8h en direct sur Public Sénat. Alors où suis-je? À Lyon? Et maintenant, à Paris. Le débat demain soir, c'est quoi vos conseils? Moi, je pense qu'il faut que tu restes tranquille. La sagesse et l'humour. Celui qui a de l'humour, c'est celui qui a confiance, quoi. Et qui embarque. Marianne, la République inachevée, tant que le peuple n'est pas souverain dans son pays, en tout et pour tout. Évidemment, si on n'est pas au deuxième tour, alors beaucoup de monde déçu. Hein. Moi aussi, d'ailleurs. Mélenchon, la campagne d'un insoumis, demain à 11h30 sur Public Sénat. Et pour cet entretien, nous avons le plaisir de recevoir Joëlle Chevet. Bonsoir, vous êtes historienne, spécialiste de la société d'Ancien Régime et de l'histoire des femmes. Et vous venez nous présenter cet ouvrage, L'Élysée au féminin, de la 2e à la 5e République. En préparant cette interview, j'ai lu pas mal de vos entretiens sur ce livre. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est qu'on vous parle essentiellement de Brigitte Macron. Est-ce que ça vous agace alors que vous parcourez 2 siècles d'histoire des femmes à l'Élysée? On vous sort systématiquement le cas de Brigitte Macron. Alors non, je ne dirais pas que ça m'agace. Je ne dirais pas que ça m'agace parce qu'elle a eu, elle m'a quand même accordé une interview inédite qui, si vous voulez, dans la mesure où moi, c'est un livre sur la longue durée, ça permet d'ouvrir ce livre quand même sur les années à venir, sur le quinquennat à venir. Donc non, je suis tout à fait reconnaissante de m'avoir accordé cette interview. Au demeurant, en effet, on m'interroge beaucoup sur elle parce que bon, l'actualité est ce qu'elle est. Moi aussi, je vais vous poser quelques questions sur elle alors. Bien sûr, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais c'est vrai que si j'ai fait ce livre, c'est précisément pour parler des premières dames dans la durée et des premières dames, je dirais, à la française. Et pour vous, en quoi elle se différencie des autres, Brigitte Macron? Je pense qu'elle se différencie des autres, d'abord évidemment par le couple quand même très atypique qu'elle forme avec son mari. Et je dirais pas seulement par la différence d'âge sur laquelle il faut quand même maintenant, je crois, botter en touche, mais parce que c'est un couple très fusionnel et que lorsqu'on étudie la position des premières dames au cours de l'histoire, il est évident que tous les couples fusionnels sur lesquels j'ai travaillé, ce sont ceux-là qui réussissent, ce sont ceux-là qui arrivent à résister, je dirais, à la violence médiatique qui n'est pas particulière à la Ve République, dès le départ. Et il faut imaginer que la Première Dame, c'est le maillon faible dans le couple présidentiel. Dès qu'il y a un problème, on s'attaque d'abord à la femme pour atteindre le président. Et là, elle a un machisme ambiant. Ambiant, il est millénaire. Il est millénaire, donc on en vit encore les représentations. Et vous l'avez vu pour Madame Macron, il y a toute une misogynie, en effet, qui s'est exercée à son encontre et qui n'est pas nouvelle du tout. Et pourtant, elle est extrêmement populaire. Alors, c'est vrai, elle est extrêmement populaire. Au demeurant, il n'y a pas eu encore de sondage, comme on a pu le voir dans les quinquennats précédents. On le voit à la vente des magazines dont elle fait la une. Elle fait vendre, c'est incontestable. Et je crois qu'elle est surtout très fédératrice, justement par l'âge qu'elle a, qui lui permet, je dirais, de fédérer des gens qui sont de ma génération, des années 70, et en même temps, par sa modernité, par son look, il faut bien le dire, qu'elle assume totalement. Je pense qu'elle a un charisme que toutes n'ont pas eu. Il ne suffit pas d'être belle, il ne suffit pas d'être élégante. Elle fédère. Alors, au-delà, nous verrons. Et vous dressez donc le portrait de beaucoup d'autres premières dames. Si vous deviez mettre en avant l'une d'entre elles, une seule, laquelle choisiriez-vous, sachant que vous les avez étudiées de près?
Oui, alors ça, c'est une question difficile parce que... Vous vous êtes attachée à toutes? Alors, attachée, pas le mot, mais toutes m'ont intéressée. Si je vous pose cette question, à laquelle vous pensez, là, maintenant? Peut-être Michèle Auriol. Michèle Auriol. 4e République, première présidente de la 4e République, d'un premier président socialiste de la République, une femme qui a des origines sociales pour le coup modestes, fille d'un artisan verrier, qui épouse un avocat extrêmement célèbre et très proche de Jaurès. Et on voit cette femme qui a une liberté, un engagement politique. Elle est membre de la SFIO et elle le sera jusqu'à la fin de sa vie, qui entre dans la résistance. Et qui entre à l'Élysée, elle, je pense un petit peu à Mme Macron à ce propos-là, qui entre à l'Élysée avec beaucoup de bonheur. Et après, de la même façon, une période d'inoccupation de l'Élysée, et où donc du coup, elle a des projets pour ce palais national qui, à l'époque, incarne quand même, est un peu le symbole de la République. Et puis c'est aussi, je dirais, notre présidente Dior, New Look, puisqu'on est en 1946. Et ça va être la première présidente aussi à avoir vraiment un budget social et où elle va s'investir de façon extrêmement... De manière générale, quand on parcourt votre livre, c'est aussi un peu l'histoire du féminisme en France. Alors il y a quelques photos assez marquantes sur lesquelles on s'est un peu arrêté. Il y a notamment celle où Germaine Coty sert la soupe à son mari. C'est une photo qui m'a frappée. La voici. Ouais. Je laisse le téléspectateur la découvrir. Et après, on a Anémone Giscard d'Estaing qui, elle, prononce les vœux présidentiels aux côtés de son mari. Alors là, c'est plutôt un honneur qui est fait à son épouse. Ou c'est aussi ça, les femmes à l'Élysée, elles incarnent une époque... Vous ne parlez que de Germaine Coty. Oui. Germaine Coty, très critiquée dès le départ sur son physique. Madame Sanguène, Madame d'État, la bûche de Noël, parce qu'il a été élu juste avant Noël. Enfin bon, tout y passe. Il faut qu'une première dame soit mince, belle. C'est l'injonction qu'on fait aux femmes et qu'on retrouve... C'est pour ça que je vous parle de féminisme, voilà. Parce que c'est marquant. Et c'est la piste que je suis tout au long du livre. Condition des femmes et... Quelle est celle des premières dames? Celle des premières dames, elle n'a pas évolué. C'est-à-dire, ce qu'on demande aux premières dames, je dirais Madame Tallien sous le Directoire, on le demande aux premières dames de la Ve République. Mais bon, Germaine Coty sera la première à avoir une attachée de presse, justement pour commencer à construire cette image. Ce qui a été une preuve de modernité oui, tout à fait, parce qu'il y a eu en fin de compte un peu une levée de bouclier en disant, bon, on est après la guerre, on veut... Une première dame qui incarne un petit peu des valeurs familiales, conjugales, etc. Et tout le monde lui tombe dessus à cause de son physique. Donc, on a embauché une attachée de presse. Après l'épisode de Paris Match, elle était la fille d'un armateur richissime du Havre. Ouais. Vous imaginez bien qu'elle n'a jamais servi la soupe à son mari debout. Alors, on a appris il y a quelques jours que la ville de Brive-la-Gaillarde allait donner le nom d'une avenue à Jacques et Bernadette Chirac, ce qui est une première. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre cela? Est-ce que c'est un honneur, enfin, qui est fait à la femme d'un président? Je pense qu'en tout cas, c'est la reconnaissance que... Certes, on élit un président, et c'est normal, la Constitution le prévoit ainsi, mais en fin de compte, c'est un couple qui entre à l'Élysée. Et puis, bon, Mme Chirac a quand même mené de son côté une carrière politique personnelle, et je pense qu'en ce qui concerne en tout cas Brive-la-Gaillarde, c'est surtout à ce titre-là, et ce qu'elle a représenté pour la Corrèze, qui incontestablement a joué aussi dans le fait qu'elle soit associée à son mari. Vous diriez dans qu'elle cet a plus hommage. marqué l'histoire de l'Élysée que d'autres premières dames? Alors d'abord par le temps qu'elle est restée à l'Élysée, puisqu'elle y est restée pendant 2 mandats, donc comme Mitterrand en effet, et parce que aussi, c'est la seule qui était ravie d'entrer à l'Élysée. Les autres, non? Ah mais là, presque toutes ces femmes sont... Parce que vous parlez de désespoir aussi. Hein. Mais oui, elles sont toutes rentrées à reculons à l'Élysée. N'oubliez pas que les femmes, on parlait de la condition féminine, bon, elles sont mineures juridiques jusqu'en 1938. On oublie ça. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles suivent leur mari, elles suivent l'ascension de la carrière de leur mari, et elles rentrent à l'Élysée parce qu'elles n'ont pas le choix. La plupart ont des familles, et l'Élysée, bon, a la réputation d'être un palais où peut-être on vit en famille de façon très agréable et très confortable.
Et on doit déjà s'arrêter alors que c'est passionnant. C'est dommage. Infiniment. Je rappelle le titre de votre ouvrage, l'Élysée au féminin, de la 2e à la 5e République. Et c'est passionnant. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est la fin d'On va plus loin. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. Ne manquez pas l'invité de Territoire d'Info. Demain matin, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat. Je vous retrouve donc demain. Passez une belle soirée. Restez au cœur du débat.